Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale. Si vous nous rejoignez, nous sommes le jeudi 27 octobre et il nous reste une petite demi-heure d'actualité 100% Vendée. Ce qui nous attend donc, votre journal dans lequel nous réfléchirons à la gestion de la filière bois. Car non, les forêts ne s'entretiennent pas seules. Ce que nous voyons actuellement est le résultat de décennies d'investissement. Dans ce journal également, vous ne rêverez pas. Vous allez bel et bien voir d'authentiques empreintes de dinosaures. Elles ont été filmées sur la plage de Talmont-Saint-Hilaire où des visites sont organisées. Et puis enfin, on fera le bilan de la saison touristique en Vendée du côté des professionnels. Ce sera à voir dans notre Plus de l'info. Mais jetons tout de suite un coup d'œil à la météo de ce jeudi. Le soleil sera voilé toute la journée. On pourra apercevoir de belles éclaircies par moment. Le vent soufflera aux alentours de 20 km/h en matinée. Les températures, elles atteindront 18 à 19 degrés et elles se réchaufferont encore dans l'après-midi et pourront aller jusqu'à 24 degrés dans les terres, 22 degrés le long des côtes. Elles seront en tout cas bien au-dessus, vous l'imaginez, des normales saisonnières. Le vent se renforcera en cours de journée avec des pointes pouvant aller jusqu'à 50 km/h. On jette maintenant un œil au marais. Il nous reste 2 rendez-vous aujourd'hui. La basse mer sera atteinte à 12h32 et la pleine mer à 18h35. Le coefficient est arrivé à son maximum pour cette période. Il s'inverse donc à partir d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons des valeurs similaires à celles d'hier. Elle sera de 98-97. Du côté des marchés, en ce jeudi, vous aurez l'embarras du choix. Côté sud-est du département, il faudra aller sur Mouzeuil-Saint-Martin. Sinon, on peut citer côté nord, la Guérinière, la Garnache ou Saint-Philbert-de-Bouenne. Et puis vers le centre, vous pourrez vous rendre au Poiret-sur-Vie, Saint-Germain-de-Princey ou Chantonnay pour remplir votre panier de fruits et légumes frais. Nous sommes le 300e jour de l'année tout pile et nous fêtons aujourd'hui les Emmelines. À la Sainte-Emmeline, jour de bruine, c'est le proverbe du jour, proverbe qui ne se vérifie pas du tout aujourd'hui puisqu'il n'y aura pas une goutte de pluie. Le soleil se lève, il vient tout juste de se lever, c'était à 8h29 et il sera couché à 18h38. On pense bien au changement d'heure ce week-end puisque nous passerons à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche. On va reculer son réveil d'1 heure, donc à 3h, il sera 2h du matin. Nous gagnerons donc 1 heure de sommeil, quelle bonne idée! On passe maintenant au journal. On réfléchissait sur la forêt en début de semaine. Une délégation sénatoriale s'est rendue en Vendée avec à sa tête la présidente du groupe d'études Forêt et filière bois. Il s'agit de Anne-Catherine Loisier. Avec le changement climatique et le besoin de mieux gérer les ressources liées à l'énergie, les travaux de réflexion se multiplient. L'occasion pour la rédaction de se pencher sur ce cercle vertueux entre l'homme et la nature. Les explications de Grégoire de Châtillon. Puits de carbone, source d'énergie, production de matériaux renouvelables, la forêt dotée d'atouts exceptionnels et la main de l'homme y est pour quelque chose. Trop souvent méconnue, elle doit être plus que jamais accompagnée face à l'évolution du climat. La forêt, elle se livre immédiatement et on a l'impression que tout se fait naturellement. Et qu'il n'y a pas d'intervention, ce qui est totalement faux puisqu'en France, la totalité des forêts ne sont pas des forêts primaires, elles sont des forêts qui ont été transformées par l'homme. Et donc aujourd'hui, il faut absolument qu'avec nos concitoyens, nous trouvions le bon niveau d'intervention, c'est-à-dire comment on accompagne la forêt dans le respect de sa diversité, mais sans la laisser livrer en fait, une fois encore, à un changement climatique qui est en train de la détériorer très rapidement. Chaleur, sécheresse, feux de forêt, le dérèglement climatique est rapide, alors que l'arbre et la forêt, eux, s'inscrivent dans un temps long. Ici, dans cette forêt privée du parc Soubise à Mouchamp, avec ses 694 hectares, la gestion se fait de génération en génération. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si on a une forêt avec des beaux arbres, en ce moment, c'est dû au travail de mes arrière-grands-parents, grands-parents. Et le travail que je fais maintenant, les investissements que nous faisons maintenant,
eh bien, ça sera pour enfants, petits-enfants, enfin pour les générations futures. Les bois et les forêts en Vendée totalisent une surface de 50 000 hectares, en grande majorité des bois et des forêts privés qui doivent non seulement s'adapter au changement climatique, mais aussi des forestiers qui doivent être soutenus et accompagnés. Un syndicat, ça permet de gérer le quotidien aussi. Le quotidien sur 25, 35, 50, 120 ans, ça nécessite de penser un peu à l'avance quand même et d'être protégé en cas de coup dur. La gestion, l'entretien, le gibier, la transmission, comment valoriser la forêt qui a vocation à prendre de plus en plus de place dans notre quotidien, tels sont les enjeux aujourd'hui des politiques publiques. Le diocèse de Luçon prend la parole concernant les révélations d'abus à des fins sexuelles de l'ancien évêque Michel Sentier. Alors que de nouvelles victimes se sont manifestées ce vendredi, dans un communiqué, Monseigneur François Jacolin lance un appel à témoignage auprès d'éventuelles autres victimes en Vendée et leur demande de se manifester auprès de la cellule d'écoute en vue d'une reconnaissance des faits subis, des faits qu'il condamne fermement et qu'il qualifie d'abus spirituels gravissimes. Michel Sentier était évêque en Vendée de 2001 à 2007. Les victimes peuvent contacter le 07 48 13 86 81. Dans l'actualité un peu plus légère, si vous habitez à Aisnay ou dans les environs, la municipalité peut désormais vous aider à réaliser vos papiers d'identité. Jusqu'ici, seules quelques communes avaient cette possibilité. Les agésinates devaient se rendre à La Roche-sur-Yon ou au Poiré-sur-Vie pour les destinations les plus proches. L'objectif, vous vous en doutez, est de réduire les délais d'attente pour la création des passeports et des cartes d'identité. On a beaucoup de demandes, donc les créneaux vont être très vite pris. On ouvre les réservations le 27 octobre. Donc nous avons le dispositif pour prendre les empreintes digitales. Donc on traite le dossier, les gens prennent rendez-vous pour déposer leur dossier de demande. Donc on leur demande au préalable de faire une pré-demande en ligne sur le site internet de la NTS. Donc c'est l'Agence nationale des titres sécurisés du ministère de l'Intérieur. Et du coup, il y a un certain nombre aussi de pièces à fournir. On traite le dossier, on l'envoie au CERT qui instruit le dossier. Et ensuite, la carte ou le passeport est fabriqué. Les réservations ouvrent aujourd'hui. Dépêchez-vous si vous êtes pressés. Revenons à présent sur la convention territoire d'industrie. Elle vient d'être signée par des élus et des entreprises. Le but, rendre le centre de la Vendée plus attractif en facilitant la mobilité et l'offre de logement. Cette alliance entre les élus locaux et les entreprises du secteur de l'industrie doit à terme permettre d'attirer au-delà du département. Il y a une chose qui nous guette, et Territoire d'industrie va nous accompagner, c'est pour les entreprises la recherche d'emploi, pour le coup. C'est-à-dire que toutes nos entreprises aujourd'hui sont en recherche de salariés. Nous manquons de main-d'œuvre. Et donc, Territoire d'industrie va permettre d'harmoniser nos dispositifs pour aller séduire peut-être des salariés dans d'autres territoires pour venir chez nous. Et je pense en particulier à des territoires qui aujourd'hui sont en perte de population, comme l'Est de la France ou le centre de la France. Ce que ça va changer, c'est, j'espère, accélérer le recrutement de salariés pour mon entreprise, mais aussi pour les entreprises du secteur. Et surtout, on a beaucoup travaillé sur le recrutement et le logement. Donc on espère qu'avec le soutien de la région et du département, on puisse justement aller plus loin dans ce domaine. En sport, les équipes inscrites pour le mondial de Montaigu de futsal foulent déjà le parquet de la ville. Et c'est déjà la 4e édition de cette compétition de football en salle. Et sachez d'ailleurs qu'il s'agit de l'unique tournoi international U19 de futsal en France. Ce n'est pas rien. Les précisions sur place de Colline Davy. On se retrouve au pôle sportif Maxime Bossy parce que c'est en ce moment le tournoi international, la Montaigu Futsal Cup Aquila RH. Et pour cette 4e édition, il y a quelques belles équipes, c'est ça, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, pour cette 4e édition, on accueille plutôt un plateau sportif relevé. Parce qu'on a l'Espagne qui est championne d'Europe de la catégorie en septembre dernier. Le Portugal aussi qui est vice-champion d'Europe et donc qui a perdu contre cette équipe lors du précédent Euro. Et enfin la France et la Finlande qui sont dans le top 10 européen.
Il y a du beau monde et c'est un tournoi de futsal, mais il y a un autre tournoi qui est très connu ici à Montaigu, le mondial de Montaigu pour le football. Est-ce que ce tournoi-ci de futsal profite un peu de la notoriété ? Comment ça se passe ? Alors nous, à la création, c'est vrai qu'on a profité un petit peu de la notoriété du tournoi, car quand on s'est projeté avec les instances fédérales, la Fédération française de football notamment, et le COMEX qui a validé le tournoi, on a un petit peu effectivement profité de l'idée on a un savoir-faire ici à Montaigu en termes de bénévolat, de logistique, et de moyens surtout humains qui nous permettaient d'accueillir un événement comme celui-ci. Eh bien, si vous voulez profiter de cet événement un peu différent, du coup, en salle cette fois, le tournoi de Montaigu, c'est du mercredi 26 octobre au samedi 29 octobre. C'est bien noté. Merci Colline pour toutes ces précisions. Tenez-vous bien à présent, nous allons voir de véritables empreintes de dinosaures. On continue notre saga sur des idées de sortie pour vos vacances. Et aujourd'hui, la plage de Talmont-Saint-Hilaire nous réserve bien des surprises. Le groupe associatif Estuaire propose depuis plusieurs années de nombreuses balades et activités en lien avec la nature. Et l'une d'elles a de quoi détonner. À marée basse, la plage révèle des vestiges du passé de notre terre, des traces de dinosaures. Cyril Guillet. On va observer un petit peu notre environnement et on va commencer à remonter dans le temps. Ça vous dit ? Oui ! C'est parti alors. Non loin de la plage du Veillon, une trentaine de personnes, la plupart venues des environs, a répondu à l'appel du groupe associatif Estuaire. L'objectif de cette matinée, découvrir un volet du patrimoine local, à savoir des empreintes de dinosaures. Un voyage dans le temps de plus de 200 millions d'années qui nous transporte avant le Jurassique. À l'époque de nos dinosaures, l'endroit il n'est pas du tout comme ça. Et donc ici, à l'époque, c'était une grande montagne. Une fois le décor planté, place à l'observation, il faut maintenant trouver ces fameuses empreintes. Je cherche des pattes de dinosaures avec des jumelles. Et tu en trouves ? Oui, quelques-unes. Elles sont grosses ou pas ? Un petit peu grosses, pas beaucoup. Et avec un œil un peu aiguisé, on se rend vite compte qu'elles sont très nombreuses. Plus de 1500 ont été comptabilisées sur ce site, avec 3 espèces bien distinctes. On a les plus gros, ce sont les eubrontes, les plus petits, ce sont les gralators, et une espèce qui a été décrite ici par les scientifiques et qui s'appelle Talmontopus. Donc ce pied-là, il devait... Hop, voilà. Les plus gros spécimens pouvaient faire jusqu'à 3 mètres de haut, les plus petits la taille d'une poule. Un site qui a fait l'objet de recherches dans les années 60. 65, 68, voilà. Après le site il n'a pas été protégé, donc il y a des gens qui se sont servis, mais on en découvre toujours, il y en a d'autres qui vont être effacés par l'érosion et maintenant il y a une prise de conscience pour protéger ces traces. Il y a 200 millions d'années, c'est une coulée de boue qui affichait ses traces dans la vase, car sur ce site à l'époque passait un fleuve. C'est donc ici la photographie d'une journée dans la vie de ces dinosaures qui a traversé les âges. Pouvoir se projeter quelques milliards d'années, quelques millions d'années auparavant, oui, c'est toujours émouvant. On trouvait ça intéressant de venir avec les petits-enfants parce que ça fait longtemps qu'on nous parle des traces de dinosaures et c'était pour leur montrer parce qu'ils ne le croyaient pas trop. Il faut les initier à l'histoire et à tout ce qui est donc naturel et qu'il faut protéger. Si le site n'a pas encore livré tous ses secrets, ces traces actuellement répertoriées ne sont visibles qu'à marée basse. Ça a l'air incroyable. Et voilà pour ce journal. On termine avec les prévisions météo détaillées de ce jeudi matin. Avec une carte en 2 parties. La grosse moitié ouest, le ciel est voilé. Et des nuages entrecoupés de belles éclaircies occupent le côté est. Le vent souffle de 15 à 20 km/h. Les températures sont toujours aussi douces. Avec 17 degrés dès le matin dans les terres. Et jusqu'à 20 degrés au Sable-d'Olonne ou à la Tranche-sur-Mer. Il s'agit bien des températures en matinée et vous le verrez, elles iront jusqu'à 24 degrés cet après-midi. C'est la fin de ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour et en premier lieu, le plus de l'info. Dans le plus de l'info, on fait le bilan touristique de l'été en Vendée côté professionnel. Un bilan très positif, avec un beau retour des visiteurs étrangers y compris, mais marqué, on s'en doutait, par la pénurie de personnel. On écoute les détails.
très bonne saison parce que d'abord on a bénéficié d'un climat très ensoleillé. On a aussi eu un retour de la clientèle étrangère un peu analogue à 2019, donc ça c'est vraiment très positif. Et puis on voit bien les Français continuent de venir sur notre territoire et ils ont particulièrement apprécié tout ce qui est vélotourisme, cyclotourisme et donc aussi slow-tourisme. Pour la partie restauration, c'est vrai que la grosse crainte était d'avoir du personnel en nombre suffisant. Malheureusement, ce n'a pas été le cas pour la grande majorité et certains ont dû se résoudre parfois à fermer une soirée, un restaurant ou réduire le nombre de clientèle. Mais malgré tout, la clientèle était présente, un panier moyen, un ticket moyen en légère augmentation plutôt au mois d'août qu'au mois de juillet et donc un bilan de saison positif malgré tout. Surtout avec les ailes de la saison, l'avant-saison et l'après-saison qui s'annoncent très porteuses. La Vendée, historiquement, est une terre d'accueil, justement, notamment pour les colos, mais pour l'accessibilité aux vacances. Si on remonte au droit aux vacances, c'est vrai que la Vendée a été un département qui a vraiment permis les vacances pour tous. Donc la Vendée accueille beaucoup de colos et cet été, on a quand même eu, comme je l'expliquais en bilan touristique, on a eu des colos qui étaient remplis, on a eu beaucoup de demandes des familles. La colo permet l'épanouissement de l'enfant, permet de grandir, a des vertus pédagogiques. Et aujourd'hui, on a une réelle pénurie d'animateurs et de directeurs de séjour. Nous avons même dû annuler certaines colonies de vacances, malheureusement pour les familles, malheureusement pour les enfants, quelques jours avant, parce que nous n'avions pas de personnel. Ça n'est jamais arrivé. Deux raisons essentielles, effectivement, liées au Covid, on va dire, parce que l'effet Covid a fait qu'il n'y a pas eu de formation pendant 2 années, donc on n'a pas eu de renouvellement de personnel. Et en parallèle de ça, les personnes qui régulièrement venaient directeurs de séjour ou animateurs ont souhaité arrêter d'assurer cette mission sur les vacances. Donc on a perdu aussi ce personnel-là. Il y a un vrai travail à faire en soutien avec les collectivités pour justement redorer l'image peut-être, mais surtout refaire venir des jeunes pour assurer ces fonctions. Il faut travailler avec la région, il faut travailler avec l'État parce que c'est quand même une cause nationale, il faut travailler avec l'ensemble des collectivités pour justement réexpliquer et recréer une attractivité sur cette mission-là. Selon Vendée Expansion, le département a enregistré 36 millions de nuitées avec 81% de Français durant la saison. À noter le retour en force des Britanniques, en hausse de 402% par rapport à 2021. Ils deviennent la première clientèle touristique étrangère du département devant les Néerlandais, les Allemands et les Belges, dont la présence est également en forte progression cette année. Prenons des nouvelles de Graffiti Urban Radio. C'est notre coup de fil à la presse. Nous avons appelé la radio associative de La Roche-sur-Yon pour nous parler de Juste le banc, une émission sportive pas comme les autres qui fait la part belle au sport plus confidentiel. Recevoir des clubs locaux, recevoir des sportifs locaux, connus ou moins connus. Certains très discrets finalement jouent en équipe de France dans leur propre sport et on ne le sait même pas. Donc c'est l'occasion d'en parler avec eux et on fait aussi un petit tour de temps en temps des grands rendez-vous en Vendée. J'ai l'exemple en tête du tennis de table l'année dernière ou d'autres événements autour de la voile, des choses qui sortent un peu de La Roche-sur-Yon et de l'agglomération ou on essaye aussi dans notre esprit de trouver un sportif qui participera aux Jeux Olympiques à Paris en 2024 et d'essayer de les faire passer à la radio et puis qu'ils reviennent en 2024 avec une médaille nous voir. Alors on aime bien effectivement parler des sports un peu confidentiels. J'aime bien utiliser ce mot-là parce que on connaît tous le football, le basket, le judo peut-être, Cyril Gann qui a encore gagné il y a quelques jours. Mais on connaît moins ceux qui font de l'ultimate, ceux qui font du tir à l'arc, ceux qui font des sports comme ça. Je les cite en confidentiel et c'est des gens qui sont ravis de venir expliquer et de venir aussi promouvoir leur sport
et peut-être gagner quelquefois des licenciés dans la discipline. L'exemple aussi du badminton où on nous dit nous c'est vrai qu'on joue, on a un niveau et de temps en temps on aimerait bien trouver encore plus de gens pour jouer avec nous, pour venir à l'entraînement, pour participer aux compétitions. Donc ça fait partie de tout ça aussi. On a 1 heure, donc 1 heure pour vraiment discuter, aller au fond des choses, avec des thématiques aussi très importantes dans notre émission qu'on relance toujours, c'est combien ça coûte. Combien ça coûte de faire un sport. Certains sports sont beaucoup plus chers que d'autres, donc de savoir un petit peu dans quoi on se lance, à qui on a affaire. Quand on fait de la course à pied, ça coûte pas cher, mais quand on fait du triathlon, on multiplie le prix par 10, ne serait-ce que pour la participation. Tout ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément quand on regarde la télé, quand on regarde le sport ou quand on regarde beaucoup de choses autour, qu'on va voir des amis jouer à un match. Il y a des fois une question de prix. Est-ce que le club est capable de payer des choses aux joueurs? Est-ce que les joueurs sont salariés? Est-ce qu'il y a du professionnel? Est-ce que c'est que de l'amateur? C'est aussi des sujets qu'on emmène comme ça. Justement, présenté par Hyacinthe et Benjamin, c'est le mardi de 19h à 20h sur Radio Graffiti. On passe à notre extrait du jour. Cet extrait, il est tiré du Mageco, une découverte surprenante des ateliers magiques de Sébastien Gélin, un fabricant de lunettes en bois haut de gamme. Il ne travaille qu'à partir d'essences nobles. Chaque paire est minutieusement fabriquée à la main. Nous voilà dans ton atelier. Et oui, l'antre. Ton antre, tu passes beaucoup de temps? Ouais, j'y passe un grand moment. Ouais. D'abord dans le choix des bois. Je commande jamais de bois. Je vais chercher mon bois. Je vais le sélectionner. D'accord. Parce que quand tu sélectionnes un bois, alors il y a quelques bois qui sont vraiment particuliers, mais si je commandais du bois, par exemple sur un noyer comme ici, j'aurais peut-être pas la beauté de ce bois-là, mais j'aurais peut-être que cette couleur-là partout sur toutes mes feuilles de bois. Okay. Et donc moi finalement, ce qui m'intéresse, c'est la beauté de l'objet. Si je commandais de l'ébène blanc, il arriverait ici peut-être avec simplement du blanc et j'aurais des grandes plaques blanches, donc ça m'intéresserait pas. Même si je les utilise, mais toi là, ça me permet de me dire, ok, là il y a des zones super intéressantes, je vais pouvoir travailler ici, je vais pouvoir travailler tout ça. Telle partie. Voilà. Okay. Là, je fais une monture pour un Américain qui on m'a demandé de lui montrer le bois avant. Okay. Et donc je lui ai montré les feuilles de bois, il me dit est-ce que je peux avoir ça, est-ce que je peux avoir ça, est-ce que je peux avoir ça. Okay. Et donc il choisit ça, malgré que toi sur l'ébène se voit sur le dessus de la monture et sur les branches. D'accord. Et finalement ça se voit pas beaucoup. Donc il faut vraiment travailler précisément pour avoir un dessin qui soit juste génial quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc c'était que sur des bois précieux. Enfin de toute façon on le sait. Alors, c'est pas quand même un produit haut de gamme que tu proposes. Oui voilà. C'est que du haut de gamme. Ce qu'on propose, c'est que c'est pas que des bois précieux parce que par exemple le noyer, ce bois-là, c'est pas tant un bois précieux, mais c'est moi dans mon travail où je vais le rendre précieux, je vais rendre l'objet précieux parce que en dessinant moi-même le bois que je vais utiliser, je sais ce qu'il va rendre à la fin et c'est là où on a des résultats qui sont superbes quoi. Après il y a des bois évidemment qui sont comme ce genre de choses là. Alors très très fragile, mais ça voilà. Étonnant, ouais. C'est quoi alors? Ça c'est une loupe de Vavona. D'accord. Voilà, un peu comme une loupe de Thuya, une loupe de noyer. Et ce genre de bois là, quand on vient le vernir, c'est incroyable quoi. On a un produit qui est hyper luxe, qui est magnifique. On est vraiment sur un produit luxe, travaillé vraiment de façon artisanale. Et c'est ce qui rend l'objet unique finalement. On n'est pas sur un produit d'une marque qu'on va acheter, qui a été fait par des machines. Même si aujourd'hui j'ai quelques petites machines qui me permettent de faciliter 2-3 opérations pour avoir plus de stabilité, pour avoir plus de fiabilité dans le produit. Faut pas oublier que c'est une orthèse quand même, donc une orthèse médicale, donc on faut pas faire n'importe quoi. Un travail d'une minutie exceptionnelle. Sébastien Gélin fabrique en moyenne 12 paires par semaine. L'émission est à regarder en intégralité à différentes heures de la journée sur votre chaîne TV Vendée. Avant de se quitter, c'est le moment de passer à notre jeu. Comme chaque semaine, vous le savez, une question à laquelle il vous faut répondre. La question, la voici. Qui est le parrain du nouveau bateau d'Arnaud Boissière? Le bateau La Micaline que vous apercevez en ce moment sur votre écran. Il a été inauguré la semaine dernière et je vous demande de me donner le nom de ce parrain. Pour vous aider, vous avez droit à un indice parce qu'il faut quand même avouer que ce n'est pas facile. Donc l'indice, le voici. Pour un navigateur vendéen et un sponsor vendéen, le parrain ne pouvait être que vendéen, mais d'adoption.
Pour vous aider, je vais vous redonner également les indices des jours précédents. Il a sillonné les routes de France surtout l'été et nous savons également que c'est un ancien sportif professionnel, mais il n'a rien à voir avec le monde de la voile. Voilà, vous avez tous les atouts en main pour nous donner le nom de ce fameux parrain du bateau l'Amicaline. Pour jouer avec nous, il vous suffit d'envoyer votre réponse dans la rubrique Jouer sur notre site internet tvvendée.fr. À gagner, c'est notre partenaire La Route du Sel qui nous l'offre. Il s'agit d'une invitation canoë sympa pour 2 personnes. Il y aura un gagnant cette semaine. Ainsi s'achève cette matinale. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Passez tous une très bonne journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 12h30 pour une édition de votre journal de la mi-journée. À tout à l'heure.